avec ce rythme qui va caractériser la matinée. Et je vous présente avec un grand plaisir Maria Bairaktari, qui est professeure assistante de traduction littéraire au département de langue et littérature française de l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes et traductrice du français au grec. Elle est spécialiste de traductologie. Elle a consacré plusieurs études à la traduction du théâtre et à l'adaptation du théâtre étranger pour la scène. Elle a consacré un volume à la traduction et aux mises en scène du théâtre de Marivaux en Grèce. Et je vous présente, je sais qu'il ne faut pas, mais ce n'est pas nécessaire, mais je le ferai quand même, Paola Ranzini, qui est membre senior de l'Institut universitaire de France et professeur d'études théâtrales à l'Université d'Avignon. Ses recherches portent sur l'esthétique, la dramaturgie et la pratique du théâtre européen du XVIIIe siècle à nos jours. Elle dirige l'édition italienne du théâtre de Marivaux et son projet de recherche STEM qui nous réunit aujourd'hui, les scènes européennes et extra-européennes de Marivaux, s'inscrit dans un double domaine, celui des études de transfert culturel et celui de la critique génétique. De nombreuses études liées à ces projets ont été publiées, que nous connaissons tous, en revue et volume collectif. Et sans plus m'attarder, je leur cède la parole pour qu'ils nous parlent de l'étrange succès d'un manuscrit retrouvé, La Commère, prémisse grecque, et un voyage de la comédie française à l'Europe. Alors, merci. Donc, je vais mettre même le minuteur, parce que j'ai compris que c'est important. Donc voilà, je restitue un peu notre étude d'aujourd'hui. Donc, au sein de nos recherches sur les transferts culturels au théâtre, nous avons étudié les raisons qui font qu'à un moment donné, dans un contexte particulier, un tel auteur ou une telle pièce sont découverts, traduits, adaptés et mis en scène dans un pays, une langue, une culture et une tradition de théâtre étranger. Et donc notre sujet d'aujourd'hui veut attirer l'attention sur l'importance de la médiatisation dans la diffusion et dans la réception à l'étranger d'une pièce, et nous verrons pourquoi. En effet, nous analyserons un phénomène curieux qui fait que dans les années 1960, deux cultures, donc la culture grecque et la culture italienne, qui s'étaient jusque-là montrées très peu inclines à s'approprier le théâtre de Marivaux, s'intéressent à l'actualité de la découverte d'un inédit et s'empressent de le traduire, en arrivant à faire paraître des extraits de la traduction de la pièce avant même l'édition complète de cette même pièce en France. Et ce, alors que la plupart des titres marivaudiens, bien plus significatifs pour la connaissance de cet auteur, n'étaient pas encore traduits. Mais nous verrons également que la réaction à cette médiatisation n'est que éphémère. Bon, là j'anticipe un peu la fin de notre communication. Donc, de la vaste production marivaudienne, il y a quand même des pièces qui n'ont pas été représentées et dont le texte a été perdu. Parmi ces pièces, La Commère, dont le texte fut donné au comédien italien en 1741, qui devait la représenter l'hiver suivant. Nous avons des témoignages dans des correspondances, mais en fait, la pièce ne fut jamais représentée. Et on ne sait pas si elle fut refusée par les comédiens ou bien si elle fut retirée par des raisons que nous ne pouvons pas connaître par l'auteur lui-même. Et donc, une copie manuscrite apparaît pourtant répertoriée au XVIIIe siècle dans le catalogue de la bibliothèque d'un collectionneur, le comte de Pont-de-Vesle. Et au XIXe siècle encore, lorsque ce fonds est acquis par un bibliophile, Monsieur de Solène, l'inventaire qui est rédigé à la vente, à l'acquisition, donc on est en 1848, continue de prouver l'existence de ce manuscrit. Puis après, on perd complètement les traces et on pensait que la pièce donc, était perdue. On arrive dans les années 60 et la bibliothécaire archiviste de la Comédie Française de l'époque, Sylvie Chevalet, retrouve ce précieux manuscrit.
Et nous sommes très exactement en 1965. Et à ce moment-là, donc le 25 novembre, il y eut une conférence de presse très suivie, organisée dans le théâtre, la Comédie Française. Et c'est l'administrateur de la Comédie Française de l'époque, Maurice Escande, qui expose les circonstances exceptionnelles de cette découverte. Et en insistant par ailleurs sur les énigmes qui demeuraient quant à la date et à la modalité même de l'acquisition du manuscrit par la Comédie Française. Et c'est cet air de mystère qui finalement ne fait qu'augmenter l'expectative et l'intérêt autour de cette pièce. Et en effet, dès le lendemain de cette conférence de presse, pratiquement toute la presse parisienne, j'ai apporté des exemples là, parle de cette découverte exceptionnelle. Et même après, la presse continue de jouer un rôle d'importance de la diffusion, puisque bien avant l'édition et la mise en scène de la Commère, un critique du Figaro littéraire, Jacques Lemarchand, annonce, on est le 6 janvier 1966, la publication imminente d'extraits de cette pièce. Et donc, dans le numéro suivant, toujours du Figaro littéraire, nous avons 3 pages, pardon, bon, je n'aurais pas dû. Nous avons 3 pages qui sont consacrées à la pièce et qui sont assortis de 3 gravures dont il est dit qu'il s'agit, ce sont des illustrations qui viennent des décors imaginés par Georges Warkevitch. Et ce terme, décor, est quand même ambigu. Parce que tout ferait penser que la Comédie Française ou mise en scène se prépare avec les décors de Warkevitch. Et par ailleurs, il y a aussi l'annonce qui est donnée de l'édition complète de la pièce. En réalité, la première édition de la pièce, donc là vous avez les gravures, la première édition de la pièce ne se fera que plus tard dans l'année. Le dépôt légal est de juin 1966. Il paraît que la pièce, en réalité, paraît un peu plus tard. Par ailleurs, nous sommes certains que c'est Sylvie Chevalet, que vous voyez ici, qui donne les extraits qu'elle avait sans doute choisis, de même à Jacques Lemarchand, pour cette anticipation qui avait été faite dans le Figaro littéraire. En effet, Sylvie Chevalet fait un gros travail rédactionnel sur le texte de la pièce pour la dater aux normes que l'on suivait alors pour les éditions des textes de théâtre. Et notamment, elle multiplie les didascalies. Et nous voyons que toutes ces interventions sont présentes même dans les extraits du Figaro littéraire. Et tout d'abord, un grand merci au comité d'organisation pour ce magnifique accueil et l'invitation, et à Paola Ranzini aussi qui s'était inspiré à notre sujet en fait à 2 pistes mystérieuses. Et c'est un grand honneur aussi de présenter avec vous. Donc, cas unique chez Marivaux, la Commère est tirée d'un épisode de son roman inachevé, Le paysan parvenu, revenu dans une perspective nouvelle. Comme l'indique son titre, c'est son rôle de la commère, Madame Alain, un rôle secondaire dans le roman qui devient le personnage principal. Ou mieux, c'est son caractère bavard qui va finalement contaminer tous les autres personnages, excepté Mademoiselle Habert, qui devient le fil conducteur de la pièce, qui met en scène des bourgeois, un peu dans le sillage de La Mère confidente qui date de 1735. Et donc on a des personnages dont le comique, à bien regarder, n'est que de surface. La Vallée et Madame Habert, de plusieurs décennies son aînée, sont hébergées chez Madame Alain et souhaitent se marier. La Vallée convoite la fortune de Madame Alain et de Madame Habert, tout en nourrissant des épisodes envers Agathe,
la fille de Madame Alain, ainsi qu'envers Madame Alain elle-même, qui refuse de l'épouser car il n'est pas assez riche. Mademoiselle Habert demande à son hôtesse de garder leur mariage secret. Mais peu avant la cérémonie, le neveu de Mademoiselle Habert découvre la maison où sa tante séjourne et dévoile l'identité réelle de la vallée. Un simple berger du nom de Jacob. S'ensuit une série réelle et une série de révélations successives entre les personnages, alimentées par le discours incontrôlable de Madame Alain, la commère qui ne peut garder aucun secret. À noter qu'à la différence du roman, la pièce se termine sur l'annulation du mariage. Mademoiselle Habert rejette Jacob et Madame Alain conclut la pièce par cette remarque ironique. Je cite, « C'est fort bien fait, monsieur, voilà ce qui arrive quand on ne sait pas se taire. » La première traduction de la commère, publiée sous forme d'extrait, est parue dans la revue grecque Théatro, au volume de septembre-décembre 1965. Théatro était une revue attentive à l'actualité dramaturgique, tant grecque qu'étrangère, comme en témoigne d'ailleurs cette première publication de la pièce de Marivaux dans une langue étrangère réalisée par Kostas Stamateou, même avant sa parution aux éditions Hachette en 1966. Le fondateur et directeur de la revue, Kostas Nitsios, était une personnalité emblématique. Il a étudié le droit et fut un journaliste combattant qui a toujours exprimé ouvertement son opinion. Il a publié de nombreux articles sur des sujets divers, politiques, sociaux, économiques et culturels. En 1981, il est devenu directeur du Théâtre national de Grèce. Point culminant, le magazine Théatro, journal culturel progressiste de haute qualité en thématique et en critique. La revue Théatro a gagné tout de suite le respect du milieu artistique et culturel de son époque. À chaque numéro, une pièce originale et une nouvelle traduction étaient toujours présentées. C'est aussi le cas de la commère. Là-dedans, 6 pages comprennent la traduction des mêmes extraits que ceux parus dans le Figaro du 13 janvier, de même que la traduction de brefs résumés de raccords. L'étrange anachronisme qui fait que la traduction grecque semble paraître dans la revue grecque de 1965, c'est-à-dire avant la publication des extraits dans la revue française, privilégie 2 hypothèses. Sans doute, le marchand avait adressé à la revue grecque des extraits qu'il s'apprêtait à publier dans le Figaro littéraire, ou bien le numéro de septembre-décembre 65 a en réalité paru après le 13 janvier 66. À noter que les marchands, comme connu, avaient rédigé des critiques portant sur des mises en scène de tragédies antiques présentées par le Théâtre national de Grèce et publiées dans le Figaro littéraire, ainsi que dans le journal critique grec I Kathimerini. Il entretenait donc, même avant, un lien direct avec la Grèce. Pourtant, rien ne prouve qu'il y ait eu une correspondance entre le marchand et la revue grecque ou le traducteur, ni d'échange de lettres entre Sylvie Chevalet et le marchand afin de pouvoir dater l'envoi éventuel des extraits aux critiques du Figaro. L'édition de Sylvie Chevalet paraît au cours du premier trimestre de l'année 66, faisant suite à la publication partielle dans la revue française du 13 janvier. Dans son travail éditorial, Chevalet procède à une révision du manuscrit, enrichi par l'ajout de nombreuses didascalies qui sont présentes dans les extraits publiés par les marchands et sont maintenues telles quelles dans la traduction de Stamateou. Notre recherche penche alors en faveur de la deuxième hypothèse, c'est-à-dire que le numéro de septembre-décembre 65 a en réalité paru après le 13 janvier 66. Des éléments internes, et notamment les remarques critiques de Nitsios, qui sont publiées dans ce numéro de la revue, le confirment. Du côté des renseignements fournis par Théatro, et plus précisément dans les fameux astérisques de Nitsios, c'est de célèbres notes dans la revue, publiées aussi séparément aux années 90 en 2 tomes autonomes. Il y a une note intitulée « Un Marivaux perdu ». Il y présente brièvement l'histoire du manuscrit perdu et fournit des informations sur le contenu des extraits traduits en grec. Dans ce même numéro sont incluses
les 3 maquettes de Georges Vakiewicz, parues dans le Figaro du 13 janvier et destinées pour le spectacle de la Comédie Française, même si le décor de la mise en scène de 66 sera conçu par Suzanne Lalique. Nietzsche se réfère lui aussi à Le Marchand. Je cite, « Comme le note le célèbre critique dramatique français Jacques Lemarchand, c'est une comédie très divertissante, très animée et dont le style, les raccourcis et les insolences aussi portent la marque parfaite de l'esprit de Marivaux. » Par la suite, Nietzsche se réfère aux différences entre le roman et la pièce et continue ainsi. Il est évident que le délicat Marivaux a préféré conclure sa comédie sur une note dramatique, évitant ce qu'on appelait pas encore un happy end. D'ailleurs, comme souligne le premier commentateur de la Commère, Jacques Lemarchand, d'un point de vue purement théâtral, cette fin est bien meilleure. Fin de citation. Nietzsche s'appuie ainsi sur les extraits tirés par l'article de Lemarchand dans Figaro du 6 janvier, ce qui renforce l'hypothèse selon laquelle la revue Théâtre a circulé après cette date, ce qui est aussi soutenu davantage par la suite. Dans la même astérisque, il est mentionné que la Commère serait montée comme une création au début de la saison suivante par la Comédie Française, information prise dans l'article de Lemarchand de 6 janvier. Et dernière information qui renforce l'idée de l'apparition de la revue, je cite, « Dans cette première traduction grecque réalisée pour la revue Théâtre, ils sont présentés les principales scènes de ce marivaudage resté jusqu'alors inédit. Ce sont les seuls qui, tout récemment, ont été annoncés par Jacques Lemarchand. Théâtre s'est empressé de traduire et d'offrir au public grec cette Kirata, c'était le titre grec, de Marivaux. Il s'agit peut-être de la première publication de cette pièce dans une langue étrangère, écrit Nitzios. Élément supplémentaire, la lettre envoyée par Kostas Nitzios 40 ans plus tard au journal Tanea, le 12 janvier 2005, à l'occasion de la première représentation de la pièce en Grèce par le théâtre Topos Alou, dans une mise en scène de Nikos Kamtsis et en traduction d'Andreas Staikos. Son intention, tout à fait pertinente, était de rappeler au public l'importante contribution et la primauté de la revue Théâtre aux années 60, une information absente jusqu'alors de toute annonce promotionnelle du spectacle. Là aussi, Nietzsche s'explique, je cite, « En effet, la comédie La Commère de Marivaux a été découverte en 65 et Jacques Lemarchand en a présenté les principales scènes. Immédiatement, à l'époque, la revue Théâtre a publié le texte dans le double numéro 23-24 de septembre-décembre 65 dans une traduction du regretté Kostas Stamatiu sous le titre Ikirata. Quelques mots sur le premier traducteur alors. Kostas Stamatiu, critique de cinéma, critique littéraire, chroniqueur et traducteur réputé grec, était membre fondateur de l'Union panhellénique des critiques de cinéma. Il a étudié le droit à Athènes, les sciences politiques et la philosophie à la Sorbonne, ainsi que la théorie du cinéma à Paris. Premier traducteur de la pièce en Grèce et d'après Nitzios au niveau mondial, ça on va voir. Stamatiu offre un texte cible qui donne la primauté au sens au service du discours scénique. D'ailleurs, c'est Nitzios qui, dans son astérisque, évoque aussi la possibilité de l'intégration de la pièce au répertoire du théâtre national, ce qui implique une traduction destinée à la représentation et non pas simplement à la lecture, bien qu'elle soit publiée dans une revue littéraire. Le personnage de la commère, Madame Alain, avec son discours débordant, constitue le noyau autour duquel Stamatiu construit proportionnellement ces fines variations stylistiques qui caractérisent les paroles énoncées par les deux autres personnages principaux, la Vallée et Mademoiselle Habert. Sous cette optique d'une relation triangulaire qui prend son essor par le flot de paroles de la commère, nous remarquons ainsi la différence entre le niveau de langue entre les deux dames et la Vallée, dont les paroles en grec suggèrent une stratégie traductive qui se base sur les techniques
qui donne une direction d'appropriation et d'équivalence connotative et stylistique du texte cible. Je vous donne quelques exemples. Et dans ces exemples que vous pouvez bien voir, si vous voulez bien faire avancer, merci. Donc, le traducteur implique également mes exemples illustrent le fait que ses propres techniques de traduction impliquent également que les formules spontanées, des tournures de phrases et des expressions courantes sont utilisées en grec afin de soutenir un style familier aux spectateurs grecs de l'époque, mais qui reste encore aujourd'hui non préconçu et sans artifice. En tant que premier interprète du texte cible et premier lecteur à lire à haute voix et le texte traduit dans sa langue cible, Stamatis offre une traduction qui respecte le marivaudage qui émerge à travers un secret double, celui qui unit Mademoiselle Habert et la vallée, à savoir leur mariage, et celui de la vallée, c'est-à-dire son intention de tromper et d'exploiter les deux femmes. Les caractéristiques du texte théâtral et l'équivalence entre texte source et texte cible sont flexibles, modulées par la subjectivité du traducteur qui possède un large éventail de choix traductifs dans sa langue maternelle de son temps. Alors, quelques mots seulement pour conclure. Finalement, je ne vais pas vous montrer ce que j'avais préparé. Il est important de noter que donc, cette opération de diffusion médiatisée, donc, entreprise par le Figaro littéraire, reprise et relancée en Grèce par la revue Théâtre, se répète à l'identique, à distance de quelques mois, également en Italie, où la revue Il Dramma de Lucio Ridenti, que vous voyez ici, publie les mêmes extraits en traduction italienne, sans les gravures, Backevich cette fois, et avec les célèbres petits résumés de raccords. Et moi, j'ai l'impression qu'en vérifiant bien dans les revues de théâtre d'autres pays européens de 1966, probablement, on va tomber sur le même type de publication. Mais pour continuer sur cette histoire de médiatisation, les journaux, la presse vont avoir un rôle de première importance aussi sur la deuxième phase qui est celle de non-diffusion de la pièce. En effet, une fois que la pièce est publiée, en 1967, un jeune metteur en scène, Michel de Chaussois, que vous voyez ici, met en scène à la Comédie Française la pièce. Bon, je n'ai pas le temps de commenter, vous le trouverez dans la version écrite. Et ce qui se passe, c'est que dès la première interview publiée du metteur en scène, le metteur en scène parle d'une curiosité qui a entouré ce texte, mais après lecture, avec toute la troupe, c'est plutôt un sentiment de déception, il utilise ce mot, qui a prévalu, la déception de n'y reconnaître ni un chef-d'œuvre, ni tout simplement du Marivaux. Et c'est de là qui commence la deuxième phase de l'histoire de cette pièce, qui va avoir un succès de public indéniable, et ce jusqu'en 1972. Après, l'histoire de la mise en scène de Duchassois s'interrompt. Il n'y aura qu'une nouvelle mise en scène de Jean-Paul Roussillon 4 ans plus tard, mais qui n'a pas, qui termine aussi en 1982. Mais tous les critiques, tous les comptes rendus critiques parus dans les journaux sont, eux, absolument négatifs. Et donc, là, vous pouvez lire au moins ce petit extrait. Et je rappelle le moment particulier de la mise en scène de Marivaux de l'époque. Il y avait cette découverte d'un texte finalement réaliste, bourgeois même,
quelque peu, qui était la commère, et d'autre part, nous sommes à la phase de la découverte du Marivaux, entre guillemets, social. La mise en scène de Planchon de La seconde surprise de l'amour est de 59. Et en 65, Chéreau a déjà fait L'héritier de village. Et là, nous sommes en 67. Donc, on s'attendait à une mise en scène réaliste, mais dans cette mouvance-là. Et ce qui n'a pas été le cas. Et donc, tous les journalistes, tous les comptes rendus sont négatifs en disant, voilà, on s'attendait à un Marivaux cruel. Et pas du tout. Nous sommes dans la pleine tradition. Finalement, c'est du Molière. Ce sont des caractères à la Molière, c'est pas du Marivaux. Et finalement, ces critiques-là qui sont négatives, en dépit du succès de public, font que, en réalité, il n'y a plus de suite, et même en Grèce et en Italie, où pourtant il y avait eu cette prémisse publiée, même avant la publication du texte en entier en France, eh bien, l'histoire de la commère en Italie et en Grèce s'arrête là. En Grèce, Maria l'a dit, la première traduction est de 98. En Italie, il y a eu une adaptation pour la radio en 70 et jusqu'ici, aucune traduction publiée. Je ferai la première dans notre prochain volume. Voilà, merci.